Pour moi qui suis venu au monde adulte dans un climat d'horreur et de crime, je ne veux plus revoir, mesdames et messieurs, ni Oradour, ni Guernica, ni Auschwitz, ni les bombes de Dresde, ni les forêts de Katyn. C'est d'abord pour cela, je dis bien d'abord pour cela, que je veux l'Europe unie et que je la veux irréversible. L'Europe, elle existe. Elle a permis un bien considérable, c'est-à-dire d'obtenir la paix, lorsqu'il y a eu deux guerres mondiales qui ont complètement opposé les Européens entre eux et ont causé des tragédies humaines. Donc ça, c'est le premier bilan, celui qu'on ne sent pas toujours, mais qui est pourtant celui qui est le plus important, la paix. Je réponds rapidement sur Maastricht. En tout cas, ça ne gêne pas Robert Rude d'avoir mis son parti dans un gouvernement qui applique les traités de Maastricht. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je me suis abstenue parce que je ne voulais pas mélanger mes voix à ceux qui disaient non à l'Europe, parce qu'ils sont xénophobes, parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont anti-immigrés. Et à vous entendre, Monsieur Hu, il aurait fallu se féliciter qu'il y ait une majorité de non à Maastricht, même si c'était des noms en faveur de Le Pen, en faveur de Maigret, en faveur de De Villiers, c'est-à-dire de tous ces gens qui sont nationalistes. L'UPR diagnostique que la France et tout le continent européen sont victimes d'une stratégie de domination géopolitique perfidement dénommée construction européenne alors qu'elle n'a rien d'européen, qui a été conçue à l'origine dans les années 20 par des grands conglomérats allemands, les concerns allemands et anglo-saxons, qui a été reprise par l'Allemagne hitlérienne sous le concept d'Europe nouvelle, et qui a été ensuite reprise, à chaque fois évidemment en la transmutant avec d'autres formes, par les États-Unis depuis 1945 et jusqu'à nos jours, à leur profit. Alors j'imagine évidemment que certains vont dire « Oh là là, c'est la théorie du complot ». Maintenant, ce mot « théorie du complot » est devenu une espèce de mot codé qui permet d'écarter tout débat. Il ne s'agit pas de théorie du complot parce que tout ceci était parfaitement connu, analysé et critiqué et dénoncé notamment par les gaullistes et les communistes dans les années 50, et ceci jusqu'au début des années 80 du XXe siècle. On a d'ailleurs des photos. Ici, par exemple, un des représentants, un des principaux dirigeants de IG Farben avec Heinrich Himmler. IG Farben a été l'un des principaux partisans de la construction de l'Europe nouvelle. Walter Hallstein, qui était un juriste, doyen de la faculté de droit de l'université de Rostock, qui en 1938 est allé à Rome à la demande d'Adolf Hitler suite à la rencontre entre Adolf Hitler et Mussolini pour concevoir une Europe nouvelle. Walter Hallstein qui a été arrêté en officier de la Wehrmacht en 1944 à Cherbourg, qui ensuite a été transféré aux États-Unis, à Camp Como dans le Missouri, puis à Fort Getty, toujours aux États-Unis où il a subi je ne sais pas quoi. Mais en attendant, ensuite, il est revenu et 7 ans après avoir été arrêté avec un uniforme d'officier de la Wehrmacht, il entrait au gouvernement d'Adenauer. Il faut le faire. Il faut le faire. Walter Hallstein, qui d'ailleurs a signé, conçu le traité de Rome, qui l'a signé à côté d'Adenauer à Rome en 1957, et qui ensuite, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, est devenu le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein qui a conçu la doctrine Hallstein d'Europe fédérale contre laquelle De Gaulle s'est opposé puisque la fameuse crise de la chaise vide, c'était justement contre l'Europe de Walter Hallstein. Comment se fait-il que l'UPR soit le seul mouvement politique à dire ceci et j'attends que quelqu'un vienne me contredire? Dans les années 40, une fois que la France avait été battue, la France a obéi à l'Allemagne. Et l'Allemagne ne disait pas du tout qu'elle voulait dominer les autres pays d'Europe. C'est ce qu'elle faisait. Mais elle disait le contraire. Elle disait non, nous voulons bâtir une Europe nouvelle où la France aura toute sa place. Et Pétain
faisait tirer ses affiches en disant « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Il se prévalait d'une fatalité technique, économique, sociale, géopolitique pour dire « On n'a pas le choix ». De Gaulle était considéré comme un hurluberlu, un imbécile, un fou, d'ailleurs condamné à mort à 2 reprises par contumace. Toute l'oligarchie française, tous les hauts fonctionnaires, les médias, les académiciens, les professeurs de médecine, les grands présidents de groupes, tout le monde était pétainiste. On inaugurait d'ailleurs en 1941 et en 1942, à 2 reprises, une exposition sur la France européenne. Ici, on voit d'ailleurs sur cette brochure de l'époque, la France européenne, il est marqué « Construction de l'Europe ». Et dans cette exposition tenue au Grand Palais en 1941, on voyait la présentation de l'Europe d'hier avec des frontières cloisonnées et de l'Europe de demain, grâce à la nouvelle Europe proposée par le chancelier Adolf Hitler, qui était une Europe où tout pourrait circuler sans entrave. D'ailleurs, on se prévalait de Charlemagne. Vous voyez cette carte postale de 1942 qui fêtait le 1200e anniversaire de 742, la naissance probable de Charlemagne. Et l'agrandissement de cette carte postale, lisez-le. L'Empire européen de Charlemagne, 12 siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. On est en 1942. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Vous voyez la propagande nazie de l'époque. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit et durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. On dirait que ce texte est sorti exactement là, en 2014. C'était le texte publié en 1942 pour l'exposition La France européenne, la 2e édition, sous le contrôle des autorités hitlériennes. L'Allemagne nazie disait « Ah là là, c'est dommage, les nationalismes s'entrechoquent ». J'aimerais que l'on débatte de ça à la télévision française, ça serait un sujet intéressant. Non ? Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les gaullistes et les communistes, justement, dénonçaient cela. Ici, c'est un magazine communiste qui s'appelle Regard. On a ici les inventeurs de l'Europe et ils citent uniquement des officiers nazis. Et là, regardez ce qu'ils mettaient. L'article, c'était « Cette armée européenne ». Vous savez que les communistes et les gaullistes étaient opposés à la création de la Communauté européenne de défense en 1954. Et voilà ce qui est écrit. « Cette armée européenne aurait un commandant en chef américain et des généraux hitlériens ». Ce qui est vrai. Alors, c'est du complotisme ? Non, c'était lu par des millions de personnes. À l'époque, le Parti communiste faisait 27% des suffrages en 1949. Et quant aux gaullistes, du moins ce qu'il en reste, je rappelle que le 10 mai 2013, Madame Marie-France Garot, ancienne conseillère du président Georges Pompidou, invitée à l'émission Ce soir ou jamais sur France 2 de Frédéric Tadei, a dit exactement la même chose que ce que je dis. Elle a dit « Tout le monde sait que la construction européenne, que Jean Monnet était un agent traitant, que ce sont les Américains qui sont derrière. » L'Union européenne et l'OTAN sont désormais les 2 faces de cette stratégie impériale américaine qui vise à mettre hors jeu l'ONU, à vassaliser l'Europe et à dominer le monde par des guerres illégales, prédatrices et néocoloniales. Que seul l'UPR donne aux Français les moyens de comprendre plein de choses. Par exemple, pourquoi les États-Unis ont fait de telles pressions pour que les Européens sauvent l'euro en 2011 ? Ben oui, on a appris par les documents déclassifiés de l'administration américaine qui ont été révélés par un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 que ce sont les États-Unis qui, le 11 juin 1965, par un mémorandum adressé à Robert Marjolin, ont demandé la création d'une monnaie européenne. C'est pour eux un moyen d'assurer cette unification européenne absurde sous leur coupe. En 2011, le secrétaire d'État, le secrétaire au Trésor américain Timothy Geithner s'est invité
à la réunion de l'Eurogroupe à Wrocław pour taper du poing sur la table et exiger que les Européens sauvent l'euro. Madame Lael Brainard, une des très hauts fonctionnaires du ministère des Finances américain, sous-secrétaire au Trésor, a fait 17 voyages au cours de l'année 2012, je crois, pour aller voir 17 fois pour aller voir les ministres des Finances des pays de l'Europe en leur donnant ces instructions. C'est également nous qui, on permet avec nos analyses, on explique aux Français, on donne aux Français les moyens de comprendre pourquoi on nous explique que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne. Tout bonnement parce que Washington veut faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1955 et pour encercler la Russie. Ça n'est pas une vaticination de notre part. C'est la stratégie qui a été décrite par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, dans son ouvrage. Nous donnons également les raisons pour lesquelles la question de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne ne se pose pas. Parce que normalement, si l'Europe c'était une création éthérée, honnête, de bonne foi, normalement c'est la Russie qui devrait entrer dans l'Union européenne plus que la Turquie, qui est quand même très majoritairement un pays asiatique. Pourquoi est-ce que la question de la Russie n'entre pas dans l'Union européenne? Cette question ne se pose pas. Tout simplement parce que qui est à la manœuvre derrière l'Union européenne? C'est aussi ce qui permet de comprendre les vraies raisons des conflits en Syrie ou en Ukraine. Il s'agit de rattacher de force l'Ukraine à l'Union européenne dans le cadre d'une grande opération géopolitique de contournement, enfin d'encerclement de la puissance russe jusque dans ses proximités immédiates. Si on ne comprend pas ça, les Français ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en Ukraine. Et c'est extrêmement dangereux puisque nous sommes entraînés dans un conflit qui peut dégénérer éventuellement en conflit planétaire. Donc il est quand même grand temps que les Français commencent à comprendre dans quoi on les entraîne. C'est ce qui permet aussi de comprendre les vraies raisons du grand marché transatlantique, où l'on est en train d'abandonner toutes les dernières protections que l'Europe pouvait avoir face aux États-Unis d'Amérique. On va donner un pouvoir aux grandes entreprises multinationales qui deviendront les égales des États, qui pourront faire condamner des États si des États prennent des décisions qui leur déplaisent ou non parce que ça serait non conforme à une attente légitime des entreprises. Mais où allons-nous? Tout ceci est devenant bien entendu de Washington. C'est ce qui permet aussi de comprendre les vraies raisons de la politique dite des euro-régions. Puisque la politique de Washington consiste en ce moment constamment à essayer de pulvériser les États-nations. Ils ne font que ça. Partout où ils passent, les nations trépassent, les États plus exactement trépassent. En Afghanistan, foyer de purulence. En Irak, foyer de purulence. Au Soudan, le Sud-Soudan qui a proclamé son indépendance avec un référendum soutenu par les États-Unis. Exactement d'ailleurs ce qui s'est passé en Ukraine, en Crimée, dans l'autre sens. Bon. Foyer de purulence. En Libye, où la France et l'Angleterre ont été poussées en avant, mais évidemment avec le soutien de Washington par derrière. Foyer de purulence. En Syrie, foyer de purulence. L'Ukraine est en train maintenant de basculer dans l'anarchie généralisée. C'est la même chose qui se passe. D'ailleurs, vous pourrez noter, si vous regardez la situation politique actuelle, qu'il y a, au Royaume-Uni, il y avait 2 projets de référendum concomitants. L'un sur l'indépendance de l'Écosse, qui doit se tenir au mois de septembre prochain. L'autre sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est réclamée à corps et à cri par une majorité de Britanniques. Les Américains ont délégué un secrétaire d'État chargé des affaires européennes à Londres pour empêcher le gouvernement Cameron de faire le 2e référendum, celui sur la sortie de l'Union européenne. En revanche, ils n'ont rien dit sur l'indépendance de l'Écosse ou l'indépendance de la Catalogne. Non, la seule chose qui les préoccupe, c'est qu'il y a un référendum au Royaume-Uni sur l'indépendance du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que là, ils risqueraient de gagner. Et là, ce serait le début de démantèlement du glacis géopolitique qu'ils ont acquis après 1945 en Europe, en se partageant l'Europe après les conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam entre Roosevelt, dans un premier temps Truman à Potsdam du côté américain et Staline du côté soviétique. Que disent les autres partis politiques français de ces sujets essentiels? Rien.
Alors qu'il s'agit de la survie de la France. Alors qu'il s'agit d'éventuels conflits planétaires. On le voit en ce moment avec la Russie. La situation ne cesse de se dégrader. Alors qu'il s'agit du maintien de notre niveau de vie, du maintien de notre tissu industriel. Les médias de grande diffusion expliquent-ils ces raisons essentielles? Pas davantage. D'ailleurs, comme ils ne sont pas venus non plus aujourd'hui, ils vont encore rester dans l'ignorance. Or, les Français en ont assez qu'on les prenne pour des abrutis. Ils en ont assez. N'est-il pas vrai que la compétition entre les intérêts nationaux est porteuse de conflits? Oui, et ça c'est la théorie, l'Europe c'est la paix. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré une carte postale de 1942 où l'Allemagne hitlérienne faisait valoir que justement l'empire de Charles Quint avait permis, et malheureusement s'était effondré, que ça avait livré l'Europe au nationalisme, etc. Donc c'est le discours de l'Allemagne hitlérienne. De la même façon qu'actuellement l'Union européenne, qui est le porte-flingue de plus en plus des États-Unis, sont en conflit avec un nombre de pays dans le monde, ça devient incalculable. Le nombre de pays avec lesquels l'Union européenne maintenant est en désaccord ou en conflit ouvert devient important. Vous avez l'Afghanistan, vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, vous avez la Syrie, vous avez la Libye, vous avez le Mali, vous avez le Centrafrique, vous avez l'Ukraine, enfin, vous avez, sans compter ceux qui sont, paraît-il, persona non grata, le Cuba, le Venezuela, etc. Ça devient beaucoup. J'explique dans une conférence sur l'Europe c'est la guerre et dans d'autres également, ce qui a fait le germe des conflits mondiaux, ce ne sont pas les nations. Ce sont lorsqu'une nation devient comme une espèce de phénomène cancéreux ou métastatique, veut déborder de son aire naturelle pour imposer sa volonté aux autres. Ça s'appelle l'impérialisme. Lorsque, pour des raisons diverses ou variées, Napoléon, par exemple, a fini par faire la guerre à l'Europe entière, c'est pas forcément toujours de sa faute, mais enfin, il a été aussi entré dans un engrenage, il n'en demeure pas moins que. Lorsque l'Allemagne hitlérienne, l'Union soviétique, les États-Unis à nos jours, c'est lorsqu'une nation prétend régenter les autres. Donc, rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux ou des patriotes. Et il avait cette formule merveilleuse, très simple et très compréhensible. Un national, il disait un national ou un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Et ça, c'est très important de faire. Alors c'est vrai que c'est un peu subtil. Donc il y a une ligne de crête qu'il faut tenir, qui est celle, je crois, sur laquelle nous sommes. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement l'actualité de l'Union populaire républicaine, je veille personnellement à ce qu'on donne toujours beaucoup d'informations sur des pays étrangers. Par exemple, on a eu, il y a quelques jours, un nouvel adhérent dans un pays peu connu qui est le Soudan et qui habite à Khartoum. J'en ai profité pour faire un petit dégagement sur le Soudan, sur ce que c'est, etc. Parce que, et c'est important, je valorise beaucoup nos expatriés parce que ça montre que la France est un pays qui a, comme je le disais tout à l'heure, une relation à l'universel. Donc nous devons être dans le monde. Nous, la façon dont on conçoit le troisième millénaire, c'est un truc où il y a une espèce de chatoiement des pays, des peuples et des nations, où tout le monde a fait un peu, en termes psychanalytiques, si j'ose dire, son travail de deuil d'être roi du monde. Non, voilà. Les peuples doivent être bien de chez eux, doivent garder leur identité, leur vision du monde. Ils ont le droit d'être eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire... Et au contraire, c'est appréciable quand on va à l'étranger de découvrir d'autres... Moi, par exemple, j'aime bien quand je suis allé en Angleterre récemment, j'en ai gardé d'ailleurs dans ma poche, il y a des billets avec la reine d'Angleterre. J'aime bien. Voilà. Quand je vais en Italie, moi j'étais allé en Italie souvent étant petit avec mes parents, il y avait des livres. Maintenant, c'est l'euro, j'aime pas. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que on a l'impression que c'est la saveur du monde qui est en train de disparaître. D'ailleurs, on trouve des McDonald's. Je me rappelle la première fois que j'étais allé en Égypte, j'étais étudiant, j'avais cassé ma tirelire, j'étais allé avec des copains en Égypte en 1975, à Luxor. C'était une petite sous-préfecture assoupie, il n'y avait absolument personne. Il y avait le temple de Luxor au milieu de rues en sable, sous une chaleur accablante. Enfin, c'était l'Égypte
l'Égypte du temps de Napoléon Bonaparte. Enfin, c'était l'Égypte du 19e siècle. Et puis j'y suis retourné avec mes enfants il y a quelques années. J'étais effaré. Enfin, évidemment, c'est le développement économique. Enfin, le temple de Luxor est complètement entouré maintenant de macadam, il y a des autobus, des cars, des voitures partout. Juste à côté, vous avez un McDo qui tourne sur le temple de Luxor. Je me suis dit, mais où on va là? Où on va? Parce que ça s'est passé en l'espace de moins de 40 ans. Donc qu'est-ce qu'il en sera dans 200 ans? Donc si nous voulons livrer aux générations futures une planète qui soit enchantée, où on ait envie, qui ait encore de l'intérêt, il faut absolument préserver la diversité des peuples et des nations, des langues, des religions, etc., comme on doit préserver la diversité biologique et la diversité des espèces. C'est à mon avis un problème très... Et si vous avez bien observé, nous, notre vision du monde, c'est que nous devons remettre sur le devant de la scène l'Organisation des Nations Unies. Si vous prenez la charte de l'ONU, la charte de San Francisco, il n'y a rien à changer. Hein. Il n'y a rien à changer, sauf qu'il est bien précisé que cette charte, il est demandé aux États membres de l'ONU de respecter la charte de bonne foi. Or, ils ne l'ont pas respectée de bonne foi. L'Union soviétique, pendant les années 60-70, piétinait la charte des Nations Unies. Elle n'était pas la seule, mais c'était quand même celle qui la piétinait le plus, probablement, en tordant le sens des mots, en faisant dire... voilà, et maintenant, la Russie est devenue... Pas parfaitement, mais je sais que je vais me faire sans doute houspiller pour ce que je vais dire, mais la Russie est devenue beaucoup plus respectueuse du droit international que le sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis maintenant qui piétinent la charte des Nations Unies. Sur l'affaire ukrainienne, c'est vrai que l'intervention militaire russe en Crimée, du point de vue du droit international, est un petit peu limite. On peut dire qu'elle viole l'article 2 de la Charte. Mais qui a commencé? C'est bien les États-Unis qui ont commencé à violer le même article 2 en changeant, en organisant un complot au vu au-dessus de tout le monde, puisqu'on a la conversation entre Mme Victoria Nuland et son ambassadeur à Kiev, M. Payat, où elle dit voilà, il faut mettre Arseniy Yatsenyuk, il faut écarter. Je lui dis, voilà. Donc ça, on a la preuve du viol de la charte par les États-Unis d'abord. Alors, donc ce que nous disons, c'est que bien sûr qu'il y a des conflits potentiels entre les nations, mais il y a une façon civilisée de le faire, c'est cette espèce d'ordre international né de la Seconde Guerre mondiale. Et honnêtement, relisez la charte des Nations Unies, franchement, cette charte, elle ne demande qu'une chose, c'est qu'à être respectée. Et donc ce que nous devrions faire, ça devrait être le rôle de la France. Ça a d'ailleurs été son rôle traditionnel, en tout cas c'était le rôle qu'elle avait sous De Gaulle et qui lui valait son rayonnement planétaire, c'était d'être le porte-parole du droit international et de la liberté des peuples et des nations.